Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Ce matin-là, j'ai compris qu'un simple objet posé dans un salon pouvait changer une vie entière. Je m'appelle Madeleine Girard, j'ai 75 ans et ce jour-là, mes mains tremblaient autour de ma tasse de thé. Le café du coin n'était même pas encore rempli. Seul le bruit des cuillères et le sifflement de la machine à espresso rompaient le silence du matin. J'avais pris la table du fond, la seule d'où personne ne pouvait voir l'écran de mon téléphone, parce que ce que je m'apprêtais à regarder n'était pas quelque chose qu'une mère devrait voir. Je respirais profondément, comme on inspire avant d'entrer dans l'eau froide. Puis, j'ouvris l'application reliée à la petite caméra que j'avais installée la veille, discrètement, dans cette horloge que personne ne regardait jamais vraiment. Le direct s'afficha, et là, mon cœur s'est arrêté. Adrien, mon fils, était dans mon salon, un document à la main. Je le vis, de mes propres yeux, déchirer une lettre, la froisser et la glisser dans sa poche. Je reconnus tout de suite l'enveloppe blanche, le tampon blanc. C'était le courrier de mon médecin, celui que j'attendais depuis 3 jours, celui qui n'était jamais arrivé jusqu'à moi. Je sentis mon ventre se nouer. Puis Lucie, ma belle-fille, est entrée dans le champ de la caméra. Elle posa son ordinateur portable sur la table, l'ouvrit et agrandit une fenêtre. Je plissai les yeux. Je connaissais cette interface. C'était le site des services administratifs. Elle consultait des formulaires juridiques. Je collais mes doigts à l'écran. Elle zoomait sur une ligne, une seule phrase, un modèle de document intitulé « Demande de représentation légale complète, incapacité ». Mon souffle s'est coupé. Lucie leva les yeux vers Adrien. Elle oublie encore. Si on ne fait rien, quelqu'un d'autre prendra la main avant nous. Je crus que la tasse allait glisser de mes doigts. Adrien s'assit dans mon fauteuil, celui où je lisais chaque soir, celui où son père s'asseyait avant de mourir. Il passa une main sur son front, puis dit calmement « Ce sera mieux pour tout le monde. Elle ne gère plus rien. » Je sentis quelque chose se fissurer en moi. Pas un petit craquement, non, un effondrement. Comme si chaque souvenir, chaque sacrifice, chaque sourire offert depuis 40 ans venait d'être avalé par un trou noir. La caméra, elle, continuait de filmer. Lucie tapait sur son clavier. Adrien triait des papiers. Sur l'étagère, juste en face d'eux, l'horloge battait son rythme régulier, comme pour me cracher à la figure que le temps passait et que je ne l'avais pas vu venir. Tic, tac, tic, tac. Je réalisais soudain que je retenais ma respiration. Puis Lucie prononça une phrase qui brûla mon cœur. « On dépose le dossier cette semaine. Plus tôt ce sera fait, mieux ce sera. » Et Adrien hocha la tête. Mon fils, mon propre fils. Je refermais lentement l'application. Le café autour de moi semblait flou, comme si tout avait perdu ses contours. J'entendais vaguement des pas, des voix, le bruit d'un verre qu'on repose, mais j'étais ailleurs. Dans un monde où l'on découvre que ce que l'on aime ne vous protège plus. Je posais mon téléphone sur la table, mes doigts étaient glacés. Et à cet instant précis, je sus 2 choses. Je n'étais plus en sécurité dans ma propre maison. Rien ne serait plus jamais comme avant. Je ne savais pas encore que ce jour-là, tout allait exploser. Avant de vous dévoiler ma vengeance surprenante, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo pour m'inspirer pour les prochaines vidéos. Je suis restée au café encore quelques minutes, incapable de bouger, la gorge serrée. Puis j'ai rangé mon téléphone dans mon sac et je me suis levée lentement. Mes jambes tremblaient, mais pas seulement à cause de ce que j'avais vu. C'était autre chose, une sorte de lucidité glacée qui venait se poser dans mon ventre. Je marchais jusque chez moi d'un pas calme, presque trop calme. Aux yeux des passants, j'étais sans doute une vieille dame parmi d'autres. Mais à l'intérieur, tout criait. Quand j'ai poussé la porte d'entrée, l'odeur familière de ma maison est venue m'envelopper. Cire, lavande, un peu de pain grillé. D'habitude, ça me rassurait. Aujourd'hui, cette odeur me faisait l'effet d'un piège. Adrien était dans l'entrée, son manteau sur le bras. « Oh, maman, tu étais sortie, on s'inquiétait. » Il s'inquiétait. Je me suis obligée à sourire. Juste une course, rien d'important. Ce mensonge me brûla les lèvres, mais je l'ai laissé faire, parce que je devais les observer encore, comprendre jusqu'où ils étaient allés. Lucie descendit l'escalier, son éternel petit sourire collé aux lèvres, celui qui ne touche jamais ses yeux. « Belle maman, ça tombe bien que vous soyez là, on voulait justement parler de vos rendez-vous médicaux. » Je m'accrochai au cadre de la porte, discrètement. « Mes rendez-vous »
Oui, dit-elle en ajustant sa manche. Vous oubliez souvent les dates. Adrien pense qu'il serait plus prudent que vous nous laissiez vérifier votre courrier. C'est juste une aide, rien d'important. Ces 3 mots. Encore, rien d'important. J'avais envie de lui dire que je savais tout, que j'avais vu leur dossier, leurs plans, leurs phrases glaciales. Mais je n'ai rien dit, je les ai laissés parler. Lucie continuait, enthousiaste, comme si elle annonçait une promotion. Ah, et pour le gaz, vous l'avez laissé ouvert hier soir. On a dû redescendre pour vérifier. C'est dangereux, vous savez. Je me suis raidie. Hier soir, c'était elle qui avait préparé le dîner, et c'était elle qui avait rangé la cuisine. Je l'ai laissé ouvert, ai-je murmuré. Oui, dit Adrien, faussement attristé. Tu ne t'en souviens pas, c'est pour ça qu'on dit qu'un peu d'aide administrative te ferait du bien. Le ton, la douceur forcée, l'inversion de culpabilité. Ils étaient bons, très bons. C'était presque effrayant de voir à quel point ils jouaient leur rôle avec naturel. Je me suis avancée vers la cuisine juste pour reprendre mon souffle. La bouilloire était encore tiède, les chaises légèrement déplacées. Des petits détails que seulement quelqu'un qui a vécu dans cette maison toute sa vie pouvait remarquer. Je me suis assise. Adrien me rejoignit et posa sa main sur mon épaule. « Maman, tu sais que je t'aime. On veut juste t'aider. Tu dois nous faire confiance. » Je le regardais. Je cherchais un signe de mon fils, le petit garçon qui courait dans le jardin, les genoux écorchés. Je ne trouvais rien. Lucie entra à son tour et posa un dossier sur la table. On a commencé à regrouper vos papiers. C'est plus simple si on centralise tout. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de t'embêter avec tes relevés bancaires. Je m'en charge. Elle parlait comme une employée de bureau triant des archives. Mais ce qu'elle triait, c'était ma vie. Je me suis levée lentement, très lentement, et j'ai posé ma main sur le dossier. Merci Lucie, merci Adrien. Je suis contente que vous soyez là. Je les ai regardés tour à tour. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Ils étaient convaincus que j'étais déjà trop faible pour voir clair. C'était par erreur. Je montais dans ma chambre avec une lenteur étudiée. Je refermais la porte. Puis, j'ai sorti mon téléphone et rallumé l'application de la caméra. L'image montra Lucie et Adrien en bas, en train de ranger mes papiers dans des chemises différentes. Lucie leva les yeux vers Adrien. « Elle est prête ? Encore 1 semaine, peut-être 2, et on pourra lancer la procédure. » Adrien acquiesça. « Elle ne se rend compte de rien. » Je souris, pour la première fois depuis longtemps, parce qu'il venait de prononcer une phrase qui allait tout changer. Il croyait que je ne me rendais compte de rien, et il n'avait jamais été aussi loin de la vérité. Le lendemain matin, je descendis à la cuisine avant qu'il ne se réveille. J'avais mal dormi, l'estomac noué par une inquiétude sourde. Je voulais juste boire un café en paix, respirer un peu avant d'affronter la journée. Mais à peine avais-je ouvert le placard que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ma boîte à thé avait changé de place. Une petite chose, oui, mais je suis la seule qui boit du thé dans cette maison. Et je ne la mets jamais sur l'étagère du haut. Je posais la main dessus, comme pour m'assurer que c'était bien réel. Puis j'entendis des pas derrière moi. « Déjà réveillée, belle maman ?» dit Lucie d'un ton trop doux. Elle portait ce genre de voix qu'on réserve aux enfants ou aux malades. Je me retournai. Elle souriait, un sourire poli, figé. « J'avais envie d'un café, répondis-je simplement. Elle m'observa un instant, ses yeux glissant de mon visage à mes mains, comme si elle évaluait quelque chose. « Vous avez pris vos médicaments hier soir ?» demanda-t-elle soudain. Je clignai des yeux, surprise par la brusquerie de la question. « Oui, bien sûr. »« Ah, parce que j'ai trouvé la plaquette sur le comptoir ce matin. 2 comprimés manquent, mais vous n'avez pas coché la date. Vous l'oubliez souvent, vous savez. » Elle ouvrit un petit carnet et nota quelque chose dessus. Je sentis un froid me traverser. « Qu'est-ce que vous notez ?» demandai-je. « Rien d'important, belle maman, juste un suivi. Adrien pense que c'est mieux d'avoir un œil sur votre traitement, vous savez, pour éviter les accidents. » Elle rangea le carnet dans sa poche avant même que je puisse répondre. Je voulus demander pourquoi elle touchait à mes médicaments, pourquoi elle gardait un carnet, pourquoi les choses se déplaçaient dans la maison. Mais Adrien entra à ce moment-là. « Bonjour maman » dit-il en déposant un baiser rapide sur ma joue. Je cherchais son regard, un appui, une réponse. Il ne me regarda même pas vraiment. Ses yeux étaient ailleurs, comme fatigués, comme résignés. Lucie posa une main sur son bras. Je lui disais juste qu'elle oublie parfois ses médicaments, rien de grave. Adrien hocha la tête sans réfléchir. « Oui, il faut faire attention. »
Sa voix était lasse, détachée, comme s'il parlait d'une règle logique, évidente. Une boule monta dans ma gorge. Je posa la tasse dans l'évier. Je n'ai rien oublié du tout. Lucie sourit, un sourire qui piqua comme une écharde. « Bien sûr, belle maman, vous avez tellement de choses en tête. » C'était humiliant, mais j'ai avalé ma fierté. Pour l'instant, je me dirigeais vers le salon. J'avais prévu de téléphoner à Élise pour lui proposer de passer prendre un thé. Nous ne nous étions pas vus depuis des semaines, elle me manquait. Mais avant que je puisse composer le numéro, Lucie entra dans le salon, essuyant ses mains avec un torchon. « Oh, vous appelez quelqu'un » demanda-t-elle. « Oui, Élise, je pensais l'inviter cet après-midi. » Son sourire disparut instantanément, remplacé par une expression crispée. « Cet après-midi, ce n'est pas possible. Je comptais nettoyer le salon et faire un grand tri. Et avec vos affaires partout, ça risque d'être compliqué. » « Je peux reporter mon appel » répondis-je calmement. Elle secoua la tête. « Non, non, vous savez comment vous êtes, belle maman. Vous vous fatiguez vite quand il y a du monde. Et Élise parle beaucoup. Ce n'est pas idéal pour vous. » J'étais figée. « Je suis tout à fait capable de recevoir une amie, dis-je. » Elle posa sa main sur mon bras, comme on calme un enfant en colère. « On sait que vous voulez bien faire, mais laissez-nous gérer, d'accord? Ce n'est pas raisonnable. » Adrien passa la tête par la porte. « Tout va bien ? » « Ta mère voulait recevoir Ellie cet après-midi, » expliqua Lucie. Adrien soupira doucement. « Maman, tu sais que tu te fatigues vite. Lucie a raison. » J'avais envie de hurler, non pas de colère, mais d'incrédulité. « Je ne me fatigue pas, » dis-je. « Maman, tu m'as répété 3 fois hier que tu avais perdu tes clés, » dit Adrien, « et elles étaient dans ta poche. Tu as peut-être besoin de te reposer un peu. » Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. « Ce n'est pas vrai, » murmurai-je. Lucie prit un air triste, presque compatissant. « On est là pour vous aider, belle maman, mais si vous refusez tout, ce sera difficile. » Ils me regardaient tous les deux comme si j'étais déjà diminuée. J'avais l'impression d'étouffer. Je quittai la pièce sans un mot et montai à l'étage. Quand j'ouvris la porte de ma chambre, je remarquai tout de suite quelque chose d'anormal. Le petit coffre de nacre, celui que ma mère m'avait offert quand j'avais 20 ans, celui où je gardais mes bagues et quelques souvenirs, n'était plus sur ma commode. Je restai immobile. 1 seconde, 2, 3, puis je soulevai le foulard qui le recouvrait d'habitude. Rien, le coffret avait disparu. Une chaleur monta derrière mes yeux. Pas des larmes, non, une colère froide, précise. Je fouillais sous les livres, derrière les cadres, dans le tiroir. Rien. Lucie était entrée dans ma chambre hier pour ouvrir les fenêtres. C'était le seul moment où quelque chose pouvait disparaître sans que je m'en rende compte. Je me tenais là, au milieu de ma chambre, les mains tremblantes. Pas de tristesse, pas encore. Juste cette sensation que les murs se rapprochaient un peu plus chaque jour. On me déplaçait mes objets, on contrôlait mes médicaments, on décidait si je pouvais voir mes amis, on m'expliquait mes propres oublis comme à une enfant. Et maintenant, on me volait des souvenirs. Je me suis assise sur le bord du lit. Le silence autour de moi semblait peser qu'une tonne. Puis j'ai murmuré, presque pour moi-même. Je savais que quelque chose se préparait. Je suis restée un long moment assise sur mon lit, le regard fixé sur l'endroit précis où mon coffret en nacre avait toujours été posé. L'absence de cet objet, minuscule mais chargé de souvenirs, résonnait comme un avertissement. On ne déplace pas un souvenir par accident. On ne touche pas à la mémoire d'une femme sans raison. Je me levai lentement. Mes mains ne tremblaient plus. Il n'y avait plus de panique, juste une détermination froide qui montait depuis le fond de ma poitrine. Je pris mon sac, mis mon manteau et descendis l'escalier. Adrien et Lucie étaient dans la cuisine, penchés sur un classeur. Je n'avais même pas besoin de voir ce qu'ils faisaient. Je savais. « Je sors », dis-je simplement. Lucie leva la tête, surprise. « Où ça, belle maman ?» Je souris. « Une promenade, rien d'important. » C'était la première fois que je lui renvoyais ses propres mots comme une lame fine. Elle plissa légèrement les yeux, mais me laissa partir. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, j'ai inspiré profondément. L'air frais me fit l'effet d'un bain glacé. C'était comme si le monde reprenait soudain de la couleur, loin de leur voix douce et piquante. Je marchais droit vers le centre-ville, sans hésiter. Je savais exactement où aller. La petite boutique d'électronique de la rue du Général Pérignon était ouverte depuis 10 minutes. Une clochette tinta quand j'entrais. Un jeune homme à la barbe fine leva la tête. « Bonjour madame, je peux vous aider ?» « Oui, répondis-je, j'ai besoin d'un appareil discret, très discret, qui filme en continu. » Il ne posa aucune question.
Il sortit une boîte allongée. Une mini-caméra intégrée dans une horloge. Bonne qualité, batterie longue durée, idéale pour surveiller... Il ne termina pas sa phrase. Il n'avait pas besoin. Je pris l'objet dans mes mains. L'horloge semblait tout à fait ordinaire, pas un seul signe visible. Ça fonctionne comment? Il me fit une démonstration simple, rapide. Je posais des questions précises. Il parut surpris que je comprenne si vite. L'âge a un don. Il trompe ceux qui pensent qu'il affaiblit l'esprit. Je la prends, dis-je. Je payai en liquide, glissai la boîte dans mon sac et sortis. En croisant mon reflet dans la vitrine, je me vis différente, moins fragile, plus droite. Je pris ensuite la direction du parc, là où les platanes forment une voûte au-dessus du chemin. J'avais besoin d'un endroit calme. C'est là que je tombais sur Élise. Élise, mon amie de toujours. Petite, vive, un visage de moineau curieux. Elle s'arrêta net en me voyant. « Madeleine, tu vas bien? Tu as mauvaise mine ?» Je sentis quelque chose remonter dans ma gorge, mais je refoulais tout. Je ne pouvais pas encore parler. J'ai beaucoup de choses en tête. Elle s'approcha, prit ma main. « C'est à cause d'Adrien? Ou de Lucie ?» Je la regardais stupéfaite. « Pourquoi tu dis ça ?» Elle beffa les yeux. « Madeleine, tu sais qu'on parle dans le quartier. Lucie est très présente, très insistante. L'autre jour, elle m'a dit que tu perdais un peu le nord. Ça m'a surprise. Je ne t'ai jamais vue dans cet état. Je dus m'agripper au banc derrière moi. Lucie parlait donc déjà aux autres. Elle construisait un récit, une version d'elle, une version de moi. Élise me serra le bras. « S'il y a quelque chose, tu peux me le dire. » Je déglutis difficilement. « Pas encore, mais merci. » Je lui fis un sourire faible, puis je repris ma marche. Quand j'arrivai à la cabine téléphonique près de l'église, oui, il en restait encore une, je m'y engouffrais. Je n'avais aucune intention d'utiliser mon portable. Je connaissais déjà assez Lucie pour ne pas prendre ce risque. Je composais le numéro de Henri, mon frère. Il décrocha presque aussitôt. « Madeleine, ça va ?» Sa voix fit vibrer quelque chose en moi, un mélange de réconfort et de honte. « Non, Henri, rien ne va. » Qu'est-ce qu'il se passe? Je fermais les yeux. L'air de la cabine sentait le métal et la poussière. Je parlais d'une voix basse, brisée. « Tu peux venir? Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. » Henri se raidit. « Je prends la voiture, j'arrive. » Je raccrochais. Il restait un moment immobile, les deux mains toujours sur le combiné. Henri était le seul qui me restait, le seul qui ne me verrait jamais comme une charge. Je sortis ensuite de la cabine et pris une autre direction, celle de l'avenue Foch, où se trouvait le cabinet de Maître Durocher, le notaire de la famille depuis 40 ans. Il était tôt, mais la secrétaire m'accueillit sans poser de questions. « Bonjour Madame Girard, vous avez rendez-vous ?»« Non, mais j'ai besoin de parler à Maître Durocher, c'est urgent. » Elle vit mon visage, elle comprit. On appelle cela l'instinct humain. Elle me fit entrer dans un petit bureau d'attente. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Maître Durocher entra, lunettes rondes, visage grave mais doux. « Madeleine, qu'est-ce qui vous amène ?» Je pris une longue inspiration, puis je sortis de mon sac la petite boîte contenant l'horloge. Je la posai sur son bureau. « J'ai besoin d'aide, avant qu'il me prenne ce qui est à moi. » Il ne posa pas de questions inutilement. Il s'assit, il m'écouta, vraiment, et pour la première fois depuis des semaines, je me sentis moins seule. Quand je quittais le cabinet, Henri m'envoya un message. « J'arrive dans 30 minutes. » Je marchais jusqu'à la maison. Le poids que j'avais dans la poitrine semblait s'être déplacé, moins écrasant, plus solide. J'ouvris la porte sans bruit, montai dans ma chambre et posai l'horloge sur la petite table près de la bibliothèque. Son tic-tac discret résonna dans le silence. Je souris. C'était un son qui n'annonçait plus le temps qui passe. C'était un son qui annonçait la vérité. J'étais prête à tout voir. Quand je suis rentrée à la maison, Henri n'était pas encore arrivé. Le silence du couloir faisait vibrer chaque pas que je faisais. Je montais l'escalier lentement, l'horloge dans les mains, comme un secret fragile que je devais protéger. Dans ma chambre, je verrouillai la porte. J'enlevai la boîte, sortis l'horloge, vérifiai une dernière fois la caméra. Une petite lumière verte clignota. Tout fonctionnait parfaitement. Je choisis un emplacement discret, sur la table basse du salon, juste en face du canapé, à l'endroit exact où Adrien s'assoit chaque soir. La vue couvrait le salon entier, la porte donnant vers le bureau et même un coin de la cuisine si la lumière était allumée. Je descendis, posai l'horloge comme si elle y avait toujours été. Puis je pris un vase blanc posé sur le buffet, retirai légèrement le bouquet et glissai la deuxième petite caméra à l'intérieur. Invisible.
Je fis cela sans trembler. Les mains qui avaient tremblé au café le matin même étaient maintenant stables, presque chirurgicales. À peine avais-je fini que la porte d'entrée s'ouvrit. Adrien entra. Il enleva ses chaussures, posa son sac, puis se dirigea vers le salon. « Ah, tu es là, maman, je voulais te parler. » Il avait cette voix douce, lisse, comme une couverture qu'on pose sur quelqu'un avant d'éteindre la lumière. Je me retournai vers lui, mon visage calme, presque neutre. « Oui, mon chéri ?» Il s'approcha, s'assit sur le canapé, juste devant l'horloge. La caméra avait une vue parfaite. « Tu te souviens de la conversation d'hier ?» demanda-t-il. Je penchai légèrement la tête. « Quelle conversation ?» Il eut un petit sourire triste. « Tu vois, c'est de ça que je te parle. Tu ne te souviens pas. Hier, on a parlé des médicaments et des clés. Tu avais l'air un peu perdu. » Je restais debout, comme figé. « Je n'étais pas perdu, dis-je simplement. »« Maman, tu as posé la même question 3 fois, et tu l'as oubliée chaque fois. Il mentait, je le savais. Mais j'entendis soudain ma propre respiration devenir plus lente. Pour la première fois, je le regardais vraiment. Ses yeux évitaient les miens, comme quelqu'un qui récite un texte répété. « On veut t'aider, dit-il doucement. Lucie a raison, tu sais. » C'était presque parfait, une mise en scène. Je sentis quelque chose glisser en moi, une compréhension nette, froide. Il me faisait douter de ma mémoire pour me faire taire. Mais cette fois, je n'allais plus me taire. « Je vais bien, Adrien, répondis-je, je n'oublie rien. » Il eut un rire bref. « Maman, tu crois ça, mais tu ne te rends pas compte. » Un silence lourd tomba. La caméra filmait tout. Je pris une grande inspiration, puis changeai de ton. « Tu veux du thé ?» demandai-je. Il sembla surpris par la question, mais hocha la tête. « Pourquoi pas ?» Je me dirigeai vers la cuisine. De là, je pouvais voir Adrien, assis, penché en avant, comme s'il réfléchissait. Un coup à la porte me fit sursauter. Je séchai mes mains et allai ouvrir. Mame Dalmas, ma voisine, se tenait là avec son éternel foulard vert autour du cou. « Madeleine !»« Je passais juste déposer ton magazine. Il était dans ma boîte aux lettres par erreur. » Je pris le magazine, mais je sentis immédiatement qu'elle avait quelque chose à dire. Elle baissa la voix. « Tu vas bien ?» J'haussai les épaules. « Oui, pourquoi ?» Elle hésita. « C'est peut-être rien, mais Lucie m'a dit l'autre jour que tu devenais un peu distraite, que tu sortais la nuit parfois. Ça m'a étonnée, je ne t'ai jamais vue faire ça. » Une pointe glacée me traversa la nuque. « Elle t'a dit ça ?» Mademoiselle Dalmas hocha la tête. « Oui, elle m'a même demandé si j'avais remarqué quelque chose d'anormal chez toi, mais je lui ai dit non, évidemment. » Je sentis mon cœur se serrer. Lucie préparait même les voisins. Mademoiselle Dalmas continua, la voix plus douce. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. » Je serrai sa main, la remerciai, puis refermai la porte. En revenant dans la cuisine, je sentis mes pas devenir plus légers. La peur qui m'avait broyé jusque-là commençait à disparaître, parce que maintenant, je savais 2 choses essentielles. Ils n'avaient aucune idée que je savais. Ils jouaient déjà leur jeu auprès du voisinage. Je retournai au salon avec le thé. Adrien leva les yeux. « Merci, maman. » Je m'assis doucement dans le fauteuil d'en face. De là, je voyais l'horloge. Elle clignotait discrètement. « Tu veux que je regarde tes papiers ce soir ?» demanda-t-il, « pour tout mettre en ordre ?»« Si tu veux, répondis-je. Je ne voulais rien, mais je voulais les laisser croire que je me laissais faire. » Il sourit, satisfait. « Oui, ce sera mieux, tu verras. » Je ne répondis pas. Il but une gorgée de thé, posa la tasse, puis se leva. « Je dois rejoindre Lucie, elle veut qu'on fasse le point sur quelques dossiers. Repose-toi. » Il posa une main furtive sur mon épaule avant de monter à l'étage. J'attendis d'entendre la porte du bureau se fermer, puis je restai seule dans le salon. La maison semblait retenir son souffle. Je tournai la tête vers l'horloge. Son tic-tac résonnait comme un battement de cœur. Et pour la première fois depuis des jours, mes lèvres se sont courbées. Un sourire, minuscule, mais plus fort que tout. Cette fois, je n'avais plus peur. Le soir même, la maison était étrangement silencieuse. Adrien et Lucie s'étaient enfermés dans le bureau du premier étage depuis près d'1 heure.
Je n'entendais que le tic-tac léger de l'horloge et le bourdonnement presque imperceptible de la caméra dans le vase. Je restais dans le salon, un livre ouvert sur mes genoux, mais mes yeux ne lisaient rien. J'attendais. À 20h12, une lumière s'alluma à l'étage, puis une autre. La porte du bureau grinça légèrement. Je saisis mon téléphone, j'ouvris l'application. L'image apparut aussitôt. Lucie, assise devant l'ordinateur. Elle portait son air concentré, le même que lorsqu'elle prépare un mensonge bien emballé. Adrien se tenait derrière elle, bras croisés. Puis elle fit quelque chose qui me glaça. Elle posa un dossier bleu ciel sur le bureau, le même que j'avais vu dans les mains de Maître Durocher il y a des années, quand Henri était encore là. Un dossier officiel. Lucie décrocha son téléphone, composa un numéro. « Bonsoir maître. Oui, c'est moi. Oui, encore au sujet de la procédure. » Je me penchai en avant. On voudrait accélérer la tutelle. Oui, l'accélérer. Elle insistait sur le mot comme si elle mâchait du métal froid. Adrien fit quelques pas dans la pièce, nerveux. « Elle ne tiendra pas longtemps, dit-il brusquement. » Je sentis mon cœur se briser puis se solidifier. La phrase claqua dans la pièce comme un fouet. Lucie poursuivit. « Est-ce qu'on peut déposer le dossier même si certains témoignages ne sont pas encore prêts ?» Elle acquiesça plusieurs fois. « Très bien, parfait, on s'occupe du reste. » Elle raccrocha. Adrien soupira. « Il faut que ça se termine vite, Lucie. Je ne supporte plus cette situation. » Elle rangea son téléphone et prit une feuille dans le dossier. Je reconnus la mise en page. Un formulaire officiel, rempli. « Et ça ?» demanda Adrien. Lucie eut un petit sourire sec. « Une estimation de valeur pour les meubles anciens et les bijoux. J'ai trouvé un acheteur potentiel pour le coffret de nacre. Il attend juste que tout soit à notre nom. » Je faillis lâcher mon téléphone. Mon coffret, évidemment. C'était elle. Adrien sembla surpris. « Déjà ? Tu vas un peu vite, non ?»« Non, répondit-elle d'un ton tranchant. Une fois la tutelle validée, on vendra tout. Il faut préparer le terrain. » Elle prit un stylo rouge, encercla plusieurs lignes, griffonna des annotations. Puis elle ajouta d'une voix calme « L'argent doit être transféré sur notre compte joint. Pas question que quelque chose lui échappe. » Je sentis un souffle glacé passer dans mon dos. Lucie referma le dossier d'un geste sec. « Demain, je veux qu'elle signe les procurations partielles, juste pour nous faciliter la gestion administrative. Elle signera. Elle nous fait confiance. » Adrien ne dit rien. Son silence était pire qu'une attaque. Je restai immobile quelques secondes, puis posai lentement mon téléphone. Je respirais avec difficulté. Ils n'étaient plus seulement en train de planifier, ils exécutaient. La maison semblait se resserrer autour de moi. Je me levai, marchai vers la cuisine pour boire un verre d'eau. Mais au moment où je posai ma main sur la poignée, la porte de la cuisine se referma brusquement. Un courant d'air ou quelqu'un qui l'avait poussée. Je me figeai. Un cliquetis. La serrure. Je touchai la poignée. Elle était verrouillée. De l'autre côté. Je restai là, stupéfaite, quelques secondes de trop. Puis j'entendis la voix étouffée de Lucie dans le couloir. « Elle est sortie sur la terrasse ? Parfait. » Des pas s'éloignèrent. Je sentis une chaleur glacée envahir ma poitrine. Elle croyait que j'étais dehors, et elle voulait me verrouiller dehors. Je fis le tour par la buanderie, ouvris une porte secondaire et réussis à revenir dans le couloir. La maison semblait respirer une tension animale. Je remontai dans ma chambre, je fermai la porte, je m'assis sur mon lit. Mes mains serraient le drap comme si je m'accrochais à la dernière parcelle de réalité. Je repris mon téléphone. L'image du bureau continuait. Adrien passa une main sur son visage, fatigué. Lucie, elle, avait déjà gagné 10 ans de dureté dans les traits. « Tout sera réglé bientôt, dit-elle. On sera tranquille. » Tranquille. Ce mot résonna longtemps dans ma tête, comme un coup porté au mauvais endroit. Je restais là, dans la pénombre de ma chambre, pendant qu'il descendait enfin éteindre les lumières et se coucher. Quand le silence retomba dans la maison, je me levai, allai jusqu'à la fenêtre, regardai le jardin. Le froid du soir me réveilla totalement. Demain, je ne pouvais plus attendre. Demain, ce serait mon tour de jouer. Le lendemain, je n'étais plus la même. Le lendemain matin, je me réveillais avant l'aube. La maison était plongée dans un silence lourd, presque suspect. Je restai immobile quelques secondes, le regard fixé vers le plafond, jusqu'à ce que les événements de la veille me reviennent comme un verre brisé qu'on ramasse à main nue. Aujourd'hui, je devais savoir tout. Je descendis lentement l'escalier, évitant les marches qui grinçaient. Dans le salon, l'horloge battait calmement. Je pris mon téléphone, m'assis sur le canapé et ouvris l'application.
La vidéo de la nuit s'afficha. Je lançai l'enregistrement. L'image de l'intérieur du bureau apparut. Lucie et Adrien, penchés sur le bureau, le visage éclairé par l'écran de l'ordinateur. Une tension palpable dans leurs gestes. Lucie avait un stylo rouge à la main. Adrien, lui, tenait une pile de papier. Je montais le volume. « On recommence », dit Lucie d'un ton ferme. « Il faut que ce soit crédible pour le médecin et pour les voisins. » Adrien soupira. « D'accord. » Elle prit une feuille et la lui montra. « Tu diras qu'elle pose les mêmes questions 10 fois de suite, que tu l'as retrouvée dehors à 3 heures du matin la semaine dernière, que tu as dû lui rappeler de fermer le gaz. » Je sentis mes doigts se refermer si fort autour du téléphone que mes jointures blanchirent. Ils préparaient leur histoire, phrase par phrase, mensonge après mensonge. Adrien fit un signe de tête, comme un élève récitant sa leçon. « Oui, je dirais ça. » Et quand on te demandera si elle gère encore ses comptes, tu répondras « Non, elle confond les relevés. » Tu dois le dire sans hésiter, Adrien. Il répéta, mot pour mot. Lucie sourit, un sourire froid, satisfaisant. « Parfait, ça passera crème. » Je stoppais la vidéo, paralysée, mais ce n'était que le début. Je fis glisser mon doigt vers la droite et tombais sur le second enregistrement, la caméra dans le vase. Lucie fouillait dans un tiroir du bureau. Elle sortit une chemise beige. Je reconnus quelque chose sous son bras. Mon écriture, ou plutôt une imitation. C'était une signature, la mienne, en bas d'un document officiel. Je zoomais. Procuration totale, gestion du patrimoine et des comptes bancaires. Mon sang se glaça. Elle parlait toute seule, concentrée. Il manque juste la date. Ensuite, on photocopie et c'est bon. Elle ne regardera jamais assez attentivement pour comprendre. Adrien entra dans le cadre. « Tu es sûr qu'on ne devrait pas attendre encore un peu ?»« Non, » répondit-elle sèchement. « Si on attend, Henri peut revenir dans le décor. Et là, tout tombe à l'eau. On doit agir vite. » Elle prit un autre document. « Celui-ci aussi, j'ai recopié sa signature. C'est presque parfait. » Je crus que ma poitrine allait se fendre, non pas à cause du choc, mais à cause de l'assurance tranquille avec laquelle elle parlait de voler une femme qu'il avait accueillie chez elle. Je restais là, pétrifiée, pendant de longues secondes. Puis je me levai d'un geste sec. Henri devait arriver d'une minute à l'autre. Comme si l'univers avait entendu mon appel silencieux, j'entendis une voiture se garer devant la maison. Je courus presque ouvrir. Henri se tenait là, les sourcils froncés en me voyant. « Madeleine, tu es toute pâle, qu'est-ce qu'il se passe ?» Je ne répondis pas. Je lui fis signe d'entrer et l'emmenai directement dans ma chambre. Je verrouillai la porte. Puis je lui tendis mon téléphone. « Regarde !» Il resta debout d'abord, les bras croisés. Puis il céda, s'assit au bord du lit et lança la vidéo. Je l'observais pendant qu'il la regardait. Je vis ses traits se durcir, ses mâchoires se contracter, ses yeux se contracter. Quand la scène arriva où Lucie montrait la signature falsifiée, Henri se leva brusquement. « C'est une blague ?» Sa voix vibrait. Je secouai la tête. « Je suis désolée, Henri. Non, mais ça, c'est du pénal, de la fraude pure, de la falsification. Ils veulent te mettre sous tutelle, Madeleine, ils veulent tout te prendre. » Je posai une main sur son bras. « Je sais. » Il se mit à marcher dans la chambre, d'avant en arrière, comme un lion en cage. « On va voir Maître Durocher, maintenant. » Je regardai par la fenêtre. Le ciel était laiteux, menaçant. Il correspondait parfaitement à ce que je ressentais. « Oui, dis-je, allons-y. » Nous quittâmes la maison sans un bruit. Au cabinet du notaire, la secrétaire nous fit entrer immédiatement, inquiète de voir nos visages. Maître Durocher arriva quelques instants plus tard. « Madeleine, Henri, est-ce que… » Henri posa brutalement le téléphone sur le bureau. « Regardez. » Le notaire regarda. Il n'interrompit pas une seule fois. Il regarda jusqu'au bout. Quand la vidéo s'arrêta, il enleva ses lunettes, les posa sur le bureau et se massa l'arête du nez. « Madeleine, c'est une fraude caractérisée, une mise sous tutelle abusive, une falsification de signature, une tentative d'appropriation de biens. Et ça, il désigna l'écran, c'est une preuve irréfutable. » J'avais la gorge serrée. Que dois-je faire ? Il leva les yeux vers moi, son regard soudain très ferme. « Vous défendre. Et vite. » Je sentis quelque chose se briser définitivement en moi. Un lien, une croyance, un dernier fil de naïveté. Et je murmurais, presque sans voix. Ce n'était plus une famille, c'était une attaque. Ce matin-là, je me suis réveillée avant même que l'aube n'effleure les volets.
Je sentais dans l'air une tension étrange, presque électrique, comme si quelque chose allait se briser. J'ai mis du temps à me lever, à poser mes pieds au sol, mais quand je l'ai fait, tout était clair. Aujourd'hui serait le jour où je reprendrais ma vie. Je m'étais préparé la veille avec Henri et Maître Durocher. Chaque document était classé, chaque preuve enregistrée. Le dossier complet dormait maintenant dans une enveloppe épaisse posée sur la chaise du vestibule. Je m'habillais avec soin, comme pour un enterrement. Sauf que cette fois, ce n'était pas moi qu'on enterrait. C'était la version 2 dans laquelle j'avais cru trop longtemps. À 5h45, Henri arriva. Je l'entendis frapper doucement. « Madeleine, tu es prête ?» Je descendis. Je n'avais jamais été aussi prête de ma vie. Nous nous sommes installés dans le vestibule, moi dans le fauteuil, Henri debout juste derrière. À 5h59, un silence lourd s'est abattu. Le genre de silence qui précède les orages. Puis, à 6h tapantes, la sonnette retentit. Un son clair, tranchant, définitif. J'entendis un mouvement précipité à l'étage, des pas, une porte, un souffle court. Adrien descendit le premier, encore en pyjama, l'air perdu. Derrière lui, j'aperçus Lucie, les cheveux défaits, la robe de chambre mal attachée. Adrien ouvrit la porte. L'huissier se tenait là, costume gris impeccable, mallette à la main. À côté de lui, Maître Durocher. Et, derrière eux, 2 policiers. Adrien cligna des yeux. Qu'est-ce que... L'huissier parla d'une voix neutre, presque douce. « Monsieur Adrien Fournier ? Madame Lucie Fournier ?» Lucie fronça les sourcils. « Oui, qu'est-ce que c'est encore ?»« Par décision légale, vous disposez de 24 heures pour quitter cette propriété. » Un silence, un silence qui tombe comme une pierre dans un puits profond. Lucie éclata de rire, un rire nerveux, brisé. « C'est une blague ? On parle de la maison de ma belle-mère ?» Maître Durocher avança, tendant une enveloppe. Justement, Monsieur Henri Lemaire a été nommé héritier principal selon le Nouveau Testament signé il y a 4 jours. La propriété n'est plus à vous. Adrien devint livide. Attendez, quel testament? De quoi vous parlez? C'est là que je me suis levée. Je n'avais pas besoin de parler fort. Ma voix coupa l'air comme une lame. Du testament que j'ai signé le jour où j'ai appris ce que vous prépariez. Lucie tourna la tête vers moi, les yeux agrandis, pas de peur, mais de rage. « Tu n'étais plus en état de décider » cria-t-elle. « On voulait t'aider, tu deviens paranoïaque, Madeleine. » Je pris une inspiration lente. Henri me posa une main sur l'épaule. « Non, Lucie, ce que vous vouliez, c'était mon argent et ma maison. » Adrien tenta un pas vers moi. « Maman, attends, on peut parler. » Je levai une main. Il s'arrêta net. « Non, Adrien, plus de mensonges, plus de rien d'important. J'ai tout vu, tout entendu. » Lucie blêmit. Adrien, lui, serra les dents. « Qu'est-ce que tu veux dire, vu ?» Je sortis mon téléphone. J'appuyai sur lecture. La voix de Lucie remplit le vestibule. « Tu diras qu'elle pose les mêmes questions 10 fois, qu'elle oublie le gaz, on aura la tutelle en 3 mois. » Puis celle d'Adrien. « Oui, et après on vend, on place tout, elle ne verra rien. » Lucie devint blanche comme un linge. « Non, non, ça, c'est sorti de son contexte. » « Hors de quel contexte ?» répondit Maître Durocher. « Celui où vous falsifiez une signature pour obtenir une procuration totale. » Il sortit un document plastifié, le même que j'avais trouvé, avec ma fausse signature. Lucie recula d'un pas, comme si quelqu'un venait de la gifler. « C'est pas moi !» Henri avança un peu, sa voix grave résonnant dans toute l'entrée. « Ne mens plus, tout est là, et la justice a déjà tranché. » Adrien regardait le sol, incapable de soutenir mon regard. Ses lèvres tremblaient. Je le fixais. « Tu aurais pu arrêter ça. » Je dis cela sans colère, sans cri, juste une vérité tranchante. Il releva la tête, les yeux brillants. « J'étais perdue. Elle m'a poussée. J'ai fait une erreur. » Lucie explosa. « Tu vas m'accuser maintenant? Devant ta mère? Devant des policiers? T'es pathétique, Adrien. » Il se tourna vers elle, blessé comme un enfant. « C'est toi qui m'as entraîné là-dedans. »« Parce que tu n'avais pas le courage de le faire seule, » répliqua-t-elle, la voix frénétique. « Tu voulais cette maison autant que moi. » Ce fut le premier moment où Adrien cessa de parler. Et son silence en disait trop. L'huissier ouvrit sa mallette. « Monsieur et Madame Fournier, ces documents officialisent l'expulsion. Vous devez rassembler vos affaires. Je reviendrai demain à 6 heures pour constater votre départ. »
Lucie chancela, attrapa la rambarde de l'escalier. « C'est impossible, on n'a nulle part où aller !» Maître du Rocher répondit simplement. « Ce ne sont pas les choix de Madeleine qui vous ont mis dehors, ce sont les vôtres. » Je m'avançai d'un pas. Mes mains ne tremblaient plus. « Lucie, Adrien, vous avez joué pendant 3 ans. Je vous ai laissé entrer, je vous ai fait confiance, je vous ai ouvert ma maison, ma vie, mon cœur. » Je marquai une pause. « Et vous m'avez trahi, ensemble. » Lucie leva les yeux vers moi, et pour la première fois, je vis la panique. Une vraie, pas une comédie, une panique qui lui dévorait la gorge. « Madeleine, s'il te plaît, non, on peut trouver un arrangement. » Il n'y a plus d'arrangement. Adrien fit un pas vers moi, les yeux humides. « Maman !» Je reculai d'1 centimètre, juste assez pour que le message soit clair. « Tu as déjà fait ton choix, Adrien, et ce choix, c'était de me sacrifier. » On aurait pu entendre une épingle tomber. L'huissier referma sa mallette. « Nous allons vous laisser préparer vos affaires. » Lucie essuya ses joues d'un geste brusque. « Tu vas regretter ça, Madeleine, tu vas le regretter. » Je la regardais droit dans les yeux. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. Henri posa sa main dans mon dos, me guidant doucement vers le salon, tandis que l'huissier et les policiers restaient dans l'entrée. Derrière moi, j'entendis Lucie éclater en sanglots, puis pousser un cri de rage, un cri qui n'avait rien d'humain. Adrien, lui, s'assit sur la dernière marche de l'escalier, la tête dans les mains. Et à cet instant précis, je sus que quelque chose venait de mourir entre nous. Pas seulement la confiance, pas seulement la famille, non, encore plus profond. Il n'y avait plus de nous, plus de lien, plus de pardon possible. Ce matin-là, je compris enfin la vérité. Ce n'était plus une famille, c'était une attaque. Le huissier venait de refermer sa mallette. Les policiers attendaient dans l'entrée, silencieux comme des statues. Henri se tenait derrière moi, la main posée sur mon épaule. Mais moi, je fixais Adrien, mon fils, mon enfant, l'homme que j'avais porté pendant 9 mois, celui que j'avais bercé les nuits d'orage, celui que j'avais cru connaître. Il n'osa même plus lever les yeux. Lucie, elle, tournait en rond, cherchant une issue qui n'existait plus. Ses mains tremblaient, ses lèvres n'avaient plus la force de former une phrase cohérente. Je pris une inspiration. « Adrien, regarde-moi. » Il releva la tête lentement. Ses yeux étaient rouges, gonflés. On aurait dit un petit garçon perdu. Pas l'homme qui avait comploté contre moi. Je sortis mon téléphone une dernière fois. « Vous pensez que j'exagère, que j'ai mal compris, que j'ai imaginé des choses. Très bien. Écoutez. » Je lançai la 2e vidéo, celle que Henri n'avait pas encore vue, celle que je m'étais juré de ne jamais montrer, mais que je devais leur mettre sous les yeux. L'écran s'illumina. La voix d'Adrien résonna immédiatement dans l'entrée. « On fera ça rapidement, elle ne verra rien. On remplit les papiers lundi. Une fois la tutelle validée, c'est réglé. » Sa propre voix lui revint comme une gifle. Adrien porta une main à son visage, vacillant. Lucie devant livide. Elle fit un demi-pas en arrière, comme si elle venait de recevoir un coup de couteau. « C'est truqué, bégaya-t-elle. Tu as monté ça. Tout doucement. « L'horloge ne ment pas. Et toi non plus, Lucie, tu t'es incriminée toute seule. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Plus un mot. Adrien, lui, s'effondra littéralement sur la marche de l'escalier. « Maman, murmura-t-il, la voix brisée, je ne suis pas comme ça. Ce n'était pas ce que je voulais. » Je m'approchai de lui, mais pas trop. Je voulais lui parler sans qu'il puisse me toucher. « Vraiment ?» demandai-je en gardant ma voix la plus calme possible. « Parce que ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce n'est pas un malentendu, Adrien, c'était un plan. » Il baissa la tête, incapable d'affronter mes mots. Je continuai. « Elle ne verra rien. Tu l'as dit toi-même. » Une larme roula sur sa joue, pas une larme d'innocence. Une larme de peur. Henri posa une main sur mon bras. « Madeleine, tu n'as plus rien à prouver. Tu leur as montré la vérité. » Mais non, il me restait une dernière chose à dire. Je me penchai légèrement vers Adrien. « Tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas la trahison. » Il releva les yeux, dévasté. « C'est que tu m'aies regardé dans les yeux pendant 3 ans et que tu aies pu sourire, me souhaiter bonne nuit, maman,
boire le café que je préparais, entrer dans ma chambre sans frapper, tout en sachant ce que tu préparais. Adrien éclata en sanglots, un sanglot d'homme qui réalise la taille du gouffre qu'il a creusé lui-même. Lucie, elle, recula encore. « Je refuse de rester ici, hurla-t-elle. Tu n'as aucun droit, Madeleine. Tu n'es plus capable de... » Maître Durocher leva un sourcil. « Je vous conseille d'économiser votre énergie, Madame Fournier. Le juge prendra connaissance de la vidéo. Tout ce que vous dites maintenant peut se retourner contre vous. » Lucie devint silencieuse instantanément. L'huissier s'avança d'un pas. « Je repasserai demain matin. Je vous conseille de rassembler vos affaires dès maintenant. » Adrian releva la tête vers moi. « Maman, tu vas vraiment nous expulser ?» Je le regardai longuement. « Je ne t'expulse pas, Adrien. Tu t'es expulsé toi-même. » Il se couvrit le visage de ses mains, secoué de pleurs. Lucie, elle, monta les marches en courant, bousculant un policier au passage. Je me sentis soudain vidé, épuisé d'une fatigue qui ne ressemblait à aucune autre. Henri posa sa main dans mon dos. « Viens, on sort un moment. » Je hochai la tête. Nous avons traversé l'entrée, dépassé l'huissier, franchi la porte. L'air froid du matin me frappa le visage. Et pour la première fois depuis longtemps, je respirais vraiment. Henri referma doucement la porte derrière nous. Nous avançâmes jusqu'au petit banc près du tilleul. Je m'assis. Mes mains tremblaient encore, mais d'une autre manière. Une manière étrange, presque libératrice. Henri ne dit rien. Il se contenta de s'asseoir à côté de moi, silencieux. Au bout de quelques minutes, je parlais enfin. Tu sais, Adrien n'a pas toujours été comme ça. Quand il était petit, il pleurait quand un oiseau tombait du nid. Il avait un cœur immense. Comment un cœur peut-il devenir ça? Henri répondit doucement. Par choix, Madeleine, et par faiblesse. La faiblesse, c'est le début de la cruauté. Je laissai mes yeux dériver vers la lumière qui traversait les feuilles. Et lentement, une sensation étrange, inattendue, monta en moi. Ce n'était pas du soulagement, pas encore. C'était autre chose. Une paix brutale, une lucidité froide, une vérité simple. Toutes les chaînes venaient de tomber. Quand nous sommes rentrés dans la maison 1 heure plus tard, Adrien n'était plus là, Lucie non plus. Ils étaient quelque part en train de faire leur carton. Moi, je me tenais droite dans mon vestibule. L'air était clair, la lumière différente, la maison silencieuse, mais pas vide. Et je murmurais, presque sans voix. Cette fois, j'étais libre. Les Fournier quittèrent la maison à l'aube, 24 heures plus tard, sous le regard silencieux de l'huissier. Je ne les ai pas regardés partir, pas par mépris, par fatigue. Une fatigue que seule une trahison sait laisser. Quand la porte s'est refermée, un calme étrange est tombé sur la maison. Un calme qui ne ressemblait pas au silence étouffant d'avant. Un autre, quelque chose de respirable. Henri approcha, posa doucement sa main sur mon bras. « Madeleine, tu veux rester ici cette nuit ?» Je regardais le vestibule, les murs, les marches, tout ce qui avait été déformé par les mensonges. Non, pas ce soir. Nous sommes allés chez lui. Une petite maison de campagne à 30 minutes, où l'air sentait le bois et la terre humide. Henri me servit un thé. Je n'avais pas réalisé depuis combien de temps je n'avais pas bu un thé qui n'était pas accompagné de méfiance. Je restais plusieurs jours chez lui, 3, puis 4, puis 10. Il ne posait pas de questions. Il cuisinait, il m'accompagnait dans des promenades lentes. Il restait assis près de moi sans parler quand je me perdais dans mes pensées. C'est lui qui me ramena à moi-même. Un matin, alors que nous préparions le petit déjeuner, mon téléphone vibra. Je pensais d'abord à Maître Durocher ou à Marguerite, mais non, un email. Expéditeur, inconnu. Objet, je dois vous dire quelque chose. Je faillis supprimer sans ouvrir. Puis, quelque chose, un instant, m'arrêta. J'ouvris. Les premières lignes me coupèrent la respiration. « Madeleine, je sais que je n'ai aucun droit de vous écrire. Je ne mérite même pas que vous lisiez ces mots. Mais je ne pouvais pas garder ça en moi, pas après ce que j'ai fait. La signature n'était pas visible, mais je savais. Avant même d'arriver au paragraphe suivant, je savais. C'était Adrien. Je continuais. Je suis partie chez un ami, enfin, quelqu'un qui accepte encore de me voir. Je n'ai pas dormi depuis notre départ, et la seule chose qui tourne dans ma tête, c'est votre visage. Le matin de l'expulsion, votre regard.
Ce regard que je ne veux plus jamais oublier, parce qu'il m'a montré l'homme que je suis devenu. Et cet homme-là, je le déteste. Je suis désolée, maman. Pas désolée d'avoir été pris, désolée d'avoir pensé ce que j'ai pensé, désolée d'avoir laissé Lucie dicter mes pas, désolée d'avoir oublié l'enfant que j'étais avec vous. Je ne demande pas de pardon, je n'ai pas ce droit. Je veux juste que vous sachiez que vous m'avez sauvée, pas en me protégeant, en m'arrêtant. Les mots suivants me poignardèrent doucement. Si un jour vous acceptez de me parler, même une minute, je promets d'être quelqu'un que vous n'aurez plus jamais honte de regarder. Je reposais le téléphone. Henri s'était avancé à pas lents. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix douce. Je hochai la tête, mais mes mains tremblaient. « C'est Adrien » murmurai-je. Henri ne répondit pas. Il s'approcha juste un peu, comme s'il voulait être là, au cas où. Je relus la lettre une fois, puis encore une fois. Pas pour la pardonner, pour l'affronter. Et quand je refermai le téléphone, je sus ce que je devais faire. « Je veux rentrer », dis-je simplement. Henri sourit, d'un sourire triste mais solide. Alors on rentre. Nous sommes arrivés devant ma maison un mardi matin. Il y avait du brouillard, celui qui avale les paysages et fait disparaître les contours. Henri déverrouilla la porte. Quand je suis entrée, j'ai senti mon cœur battre trop vite. Pas de peur, de reconnaissance. La maison n'était plus un lieu de piège. Elle était à moi, vraiment à moi. Je fis le tour des pièces, une à une. Le salon, la cuisine, la chambre d'amis, le bureau. Tout semblait plus clair, plus grand, comme si le mensonge s'était dissous dans l'air. Je montai les volets. La lumière jaune du matin entra d'un coup, presque violente. Et puis, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ouvris toutes les fenêtres. Le vent entra, frais, vif. Un souffle de renaissance. Henri me regardait depuis le cadre de la porte. « Tu veux que je reste ?» demanda-t-il. Je souris. « Non, je crois, je dois être seule un moment. » Il hocha la tête, déposa un baiser sur ma tempe. « Tu sais où me trouver. » Puis il partit. Je restai seule au milieu du salon. J'entendis le bois craquer doucement. Je fermai les yeux. Et j'ai dit, dans un murmure que seule la maison pourrait entendre, « La dignité, on ne la négocie jamais. » En fin d'après-midi, Marguerite passa me rendre visite. Elle entra avec sa joie habituelle, un bouquet de pivoine à la main. « Madeleine, tu m'as manqué. On m'a dit ce qui s'est passé. Mon Dieu, tu es incroyable !» Je souris. Pour la première fois depuis des mois, ce sourire n'était ni forcé ni douloureux. Nous avons bu du thé, nous avons parlé, nous avons ri. Et la maison s'est remplie de voix familières. Quand elle est repartie, je me suis installée devant la fenêtre. Le ciel devenait rose pâle, le tilleul remuait doucement. Et moi, j'étais là, entière, pas indemne, mais entière. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message, un seul mot. Merci. Adrien. Je ne répondis pas. Pas encore. Peut-être un jour. Peut-être jamais. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie, puis une autre, et encore une. La maison s'illumina peu à peu. Chaude, douce, vivante. Je me suis fait du thé, je me suis assise sur mon canapé, et j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas seulement récupéré ma maison, j'avais récupéré ma liberté. Je suis restée là, dans mon salon, une tasse de thé entre les mains, à regarder les ombres danser sur les murs. La maison respirait de nouveau, et moi aussi. On croit parfois que l'on ne survivra jamais à une trahison, qu'elle nous casse à un endroit qui ne guérira plus. Mais la vérité, c'est que certaines blessures ouvrent des portes vers nous-mêmes. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si un jour Adrien me reparlera autrement que par un message perdu dans la nuit. Je ne sais pas si le pardon existe vraiment, ou s'il n'est qu'un répit qu'on accorde à son propre cœur. Mais je sais une chose, je suis debout, je suis vivante, je me suis choisie. Et vous? Oui, vous qui m'écoutez maintenant. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez profondément? Avez-vous déjà dû vous relever seul, avec seulement votre courage et votre dignité comme arme? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire, parce que derrière chaque écran, il y a une vie, une douleur, une force que personne ne voit, sauf quand on ose la partager.
Si mon histoire vous a touché, si elle vous a donné de la force ou juste un peu de lumière, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. Ici, chaque jour, une voix s'élève. Chaque jour, une femme transforme la douleur en sagesse. Chaque jour, une histoire devient un refuge. Merci d'être resté jusqu'au bout. Que Dieu vous protège. Et n'oubliez jamais, vous méritez le respect. Toujours.